Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour cette dernière table ronde consacrée à l'essoufflement de la diplomatie française en Afrique. Sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle, écrivait François Mitterrand en 1957, alors ministre de la Justice, dans son livre « Présence et abandon ». Cette table ronde a pour objectif de faire un état des lieux de la diplomatie française en Afrique, des étapes de son déclin, et de débattre des perspectives d'avenir de notre diplomatie sur ce continent. Depuis des décennies, la présence française en Afrique s'appuie sur un héritage historique complexe qui est marqué par la colonisation et les relations post-indépendance. Aujourd'hui, cet héritage, il est contesté. On assiste à un renforcement du sentiment anti-français dans plusieurs pays d'Afrique francophone et à des réajustements géopolitiques majeurs dans la région. Comme l'a souligné Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, sur la question au Sahel, nous faisons face à une forme de rejet de la présence française qui est amplifiée par des acteurs tiers. En effet, pendant des décennies, la France a joué un rôle de gendarme de l'Afrique, intervenant militairement pour préserver ses intérêts stratégiques et assurer une certaine stabilité régionale. L'opération Serval en 2013, puis Barkhane au Sahel en 2014, illustre cette logique. À l'époque, à la demande du gouvernement malien, l'intervention française visait à stopper l'avancée djihadiste jugée menaçante. Cependant, 10 ans plus tard, le contexte s'est profondément transformé. En 2022, la France a dû retirer ses troupes du Mali sur fond de tensions croissantes avec le gouvernement et de l'émergence d'un sentiment anti-français. Ce désengagement s'est poursuivi ensuite par l'humiliation, pour reprendre les mots de ce matin de Bertrand Badi, au Niger, au Tchad, en Côte d'Ivoire, etc. etc. Pour développer ce sujet, donc, on a l'honneur d'accueillir Madame Witold de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste des questions de migration internationale et autrice de Atlas des migrations, paru en 2021. Il va ressortir maintenant, 2025, qui va ressortir bientôt. Et Monsieur Pérouse de Monclos, docteur en sciences politiques, directeur de l'Institut de recherche pour le développement et spécialiste de l'Afrique, qui a notamment vécu en Afrique du Sud, au Niger, au Kenya, et auteur de Une guerre perdue, la France au Sahel, paru en 2020, qui va peut-être sortir bientôt à nouveau. Du coup, à vous deux, on souhaite vous poser cette première question. Considérant la longue présence de la France en Afrique, liée à son héritage colonial et à ses liens historiques, quelles sont, selon vous, les grandes étapes du déclin de cette influence et l'émergence d'un sentiment anti-français en Afrique francophone? Moi, je laisse plutôt la parole à mon voisin là-dessus. Oui, merci. Ça concerne moins l'immigration. On ne peut pas faire bouger les micros, mais j'espère que vous m'entendez. Alors, merci beaucoup pour la promotion. Parce que je ne suis pas directeur de l'Institut de recherche pour le développement, je suis qu'un modeste directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, mais qu'importe, ça me fait plaisir d'être ainsi promu, d'être venu à Lyon pour bénéficier de cette promotion. Je voudrais, le propos est très vaste, hein, alors je voudrais essayer d'abord, je vais faire une petite considération préliminaire, et puis ensuite je voudrais présenter 3 éléments structurants de la diplomatie africaine de la France, pour en venir effectivement aux conséquences de l'échec de l'opération Barkhane aujourd'hui. Mais avant d'aller sur le temps présent, d'abord une petite considération préliminaire. Je ne sais pas si on peut parler de politique africaine de la France. Il y a des diplomates qui, à la fin, font une diplomatie, mais il existe aussi des dissensions. Oui, mais on ne peut pas... Vous voulez que je... Vous m'entendez ou c'est... Ça va? On ne peut pas les bouger. Je me concentre sur un micro, très bien. Alors je me déplace. Voilà, parfait. Donc je disais, je ne sais pas si on peut parler d'une politique africaine de la France, peut-être faut-il parler de politique africaine de la France au pluriel. Il existe des dissensions au sein du ministère des Affaires étrangères, notamment pour ce qui est de la parole présidentielle concernant l'Afrique. Ces dissensions, il ne faut pas les négliger, donc elles nous invitent à regarder aussi la diplomatie ou les diplomaties africaines de la France dans toute leur pluralité. Et puis 3 éléments structurants sur lesquels je voudrais un tout petit peu insister. Le premier, qui effectivement cette division qui est un héritage colonial entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne.
Le deuxième qui est le décalage, le hiatus entre les investissements économiques de la France sur le continent et ses investissements politiques. Ce n'est pas du tout la même cartographie. Et enfin, pour terminer, une perte d'influence sur le long terme, qui dépasse très largement les quinquennats ou les septennats, donc depuis la période des indépendances, depuis la perte de l'empire colonial en 1960. Essentiellement, il y a eu quelques indépendances postérieures avec Djibouti en 1977, mais enfin, pour l'essentiel, la dame symbolique, c'est 1960. Donc, pour bien comprendre ces diplomaties africaines, je voudrais revenir sur ces trois éléments. Alors, il y en a un qui, effectivement, que ce n'est pas les mêmes départements au ministère des Affaires étrangères qui vont gérer l'Afrique du Nord et le monde arabe relativement à l'Afrique subsaharienne. Ce qui peut poser question, c'est un héritage colonial, en très grande partie, donc ça ne correspond pas, par exemple, aux velléités de l'Union africaine. Et ce n'est pas les mêmes gens qui gèrent effectivement le Maghreb ou le Machrek, et puis les diplomates qui, eux, sont plus spécialisés sur ce qu'on appelle en France l'Afrique, qui n'a rien à voir avec étymologiquement l'Afriquia arabe ou l'Africae romaine, qui, elle, était concentrée plutôt du côté de la Cyrénaïque ou de la Tunisie, mais qui désigne en fait dans l'imaginaire collectif en fait l'Afrique noire. Et très souvent, en fait, on renvoie à à l'empire colonial, finalement, l'Afrique francophone, finalement. Donc quand vous dites le mot Afrique en France, vous pensez plus naturellement au Mali, qui est un des 54 États de l'Union africaine, plutôt qu'au Malawi ou au Zimbabwe, sans parler de la Zambie ou du Zambèze, pour faire des références rapides à certains journalistes des années 50. Alors je crois que c'est important parce que du coup on a une vision quand même très tronquée de ce qu'est l'Afrique, qui serait en fait l'Afrique noire francophone. Et bien entendu, du coup, ça ne permet pas d'appréhender l'Afrique dans toute sa diversité. Deuxième chose, c'est effectivement ce décalage entre le surinvestissement politique de la France sur son ancien empire colonial, sur l'Afrique francophone, donc essentiellement ce qu'on appelait autrefois l'Afrique de l'Ouest française, l'AOF, et puis l'Afrique équatoriale française, l'AEF, relativement à nos investissements économiques. Soyons clairs, nos intérêts économiques ne sont pas dans les mondes francophones au sud du Sahara. Ils peuvent l'être sur le Maroc, mais en revanche, sur l'Afrique subsaharienne, depuis très longtemps, et on n'a pas attendu que le président Macron ait fait son stage au Nigeria, notre premier partenaire commercial au sud du Sahara, c'est le Nigeria, qui fournit presque, suivant les années, parfois presque jusqu'à 1 litre sur 10 à la pompe en pétrole. C'est un grand partenaire pour ce qui est notamment des hydrocarbures. Il y a aussi beaucoup d'investissements français en Afrique du Sud et également sur des pays riches en hydrocarbures comme l'Angola ou bien aujourd'hui le Mozambique, qui représente le plus gros investissement de Total sur l'Afrique subsaharienne. En revanche, l'Afrique francophone, n'en déplaise à nos amis africains francophones, représente très peu de choses sur le plan économique. Il faut savoir que la zone du franc CFA qu'on évoquait tout à l'heure, c'est 0,6% du commerce extérieur de la France. Dit de manière un peu cynique, demain, vous enlevez le Mali de la surface de la planète, il n'y a pas une ligne de notre balance commerciale qui va changer. C'est pas là que ça se passe. Donc il y a en fait un surinvestissement politique de la France en Afrique subsaharienne sur le monde francophone, mais qui ne correspond pas à nos intérêts économiques. Alors il y a des façons très simples d'ailleurs de le calculer. Vous regardez les effectifs dans les ambassades, vous avez bien autant de diplomates de chancellerie en poste au Bénin, ou de coopérants scientifiques ou techniques en République du Bénin, 10 millions d'habitants face à 200 millions d'habitants côté nigérian. Donc on voit qu'il y a des décalages très manifestes et qui sont effectivement des héritages coloniaux. Tout à l'heure on parlait aussi des amitiés. Il y a cette idée de France-Afrique qui souvent renvoie à des connotations assez négatives, mais qui au départ renvoyait bien aussi à une histoire commune, une histoire coloniale commune qui explique ce surinvestissement politique sur l'Afrique francophone. Troisième point qui me paraît important, c'est cette perte d'influence sur le long terme, depuis les années 60 de la France, qui peut se mesurer, il y a plein d'indicateurs pour ça, il y a le nombre de Français vivant en Afrique subsaharienne qui ne cesse de diminuer. Alors il y a eu plusieurs guerres qui peuvent aussi l'expliquer, y compris les affrontements en Côte d'Ivoire dans les années 2000. En tout cas, quoi qu'il en soit, les chiffres sont manifestes, il y a de moins en moins de Français qui vivent au sud du Sahara. Même chose pour les effectifs militaires positionnés en Afrique subsaharienne. Et les parts de marché aussi diminuent considérablement. Depuis 2007, c'est la Chine qui est le principal client
principal partenaire commercial du continent. Et la France, elle, ne cesse de perdre des parts de marché. Donc je crois qu'il faut garder ça à l'esprit pour comprendre aujourd'hui comment on se positionne sur ce continent. Et là, je vais faire plutôt un focus effectivement sur l'Afrique au sens français du terme, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, mais en allant un petit peu au-delà quand même de la seule Afrique francophone, pour parler donc des implications, des conséquences de l'échec des opérations, enfin de l'opération Barkhane qui avait pris le relais de l'opération Serval, peut-être vous en souvenez, qui était au Mali en 2013, début 2013, et qui avait été relayée donc par Barkhane au pays du G5, du G5 Sahel, le groupe des 5, donc à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et les implications de cet échec dépassent très largement cette zone et ont effectivement des conséquences pour le positionnement de la France sur l'ensemble du continent. Alors il faut rappeler que quand on intervient au Mali en 2013, en janvier 2013, il y a un double objectif. C'est d'ailleurs une prouesse de nos diplomates que d'avoir réussi à mobiliser la communauté internationale pour approuver cette intervention militaire. Alors je sais bien qu'on peut aussi parler d'une forme de dévoiement, parce qu'a priori, la diplomatie elle est plutôt faite pour éviter les guerres, et là c'est l'inverse, on mobilise les diplomates pour effectivement cautionner l'entrée en guerre de la France contre le terrorisme djihadiste. Et à l'époque, il y a vraiment une belle unanimité. Les pays arabes soutiennent l'intervention Serval, les pays africains aussi. Ce n'était pas du tout le cas pour d'autres interventions militaires de la France dans la zone, notamment avec l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas du tout ce bel unanimisme. Donc là, il y a vraiment un vrai tour de force diplomatique en 2013, avec une opération militaire qui a donc deux objectifs. Il y en a un qui est officiel, qui est de repousser les groupes djihadistes ou désignés comme tels, même si derrière le mot djihadisme, il peut y avoir un tas de groupes armés violents qui, en fait, sont assez éloignés d'un quelconque agenda religieux. Mais quoi qu'il en soit, il y a d'abord, effectivement, cet objectif. Et puis, il y a un autre objectif qui, lui, n'est pas dit clairement, mais qui est très clair de la part de nos partenaires européens, qui est effectivement d'endiguer les routes migratoires, en sachant que la migration africaine vers, et Catherine en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, elle provient essentiellement dans cette zone des pays de la façade atlantique, qui sont d'ailleurs beaucoup plus peuplés, Nigériens, Côte d'Ivoire, et pas tant des pays sahéliens eux-mêmes, qui ne sont jamais qu'une zone de transit. Mais l'idée, c'était aussi que l'intervention militaire de la France allait stabiliser ces pays et en faire des partenaires pour effectivement délocaliser et repousser un peu plus au sud encore les barrières face à la migration clandestine. Alors ça, c'est jamais dit officiellement, mais il est clair, quand on parle à des diplomates européens sur cette période 2013-2014 et suivante, que dans leur esprit, il y a aussi, et ça explique pourquoi l'Allemagne et l'Italie y vont soutenir l'action militaire de la France dans la zone, il y a cette idée qui est de stabiliser le Sahel pour réguler les flux migratoires. Or, les attentes sont élevées et les déceptions seront à la hauteur justement de ces attentes. C'est-à-dire que la France va échouer sur les deux tableaux. Sur le plan militaire, c'est un triple échec en fait politique, diplomatique et militaire que cette opération Barkhane. Je vais plutôt insister sur l'échec diplomatique, mais parlons d'abord de l'échec militaire. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que pendant l'intervention de la France, le déploiement de jusqu'à 5000 hommes sur ces 5 pays du Sahel, essentiellement en fait Mali, Burkina Faso et Niger, sur cette zone qu'on appelle le Liptako-Gourma, ou zone des 3 frontières, où sévissent des groupes djihadistes qui ont pour nom l'État islamique au Grand Sahara, AQMI, JNIM, etc. J'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas commencer à faire la liste parce que sinon, là, je vais rater mon train, c'est absolument sûr. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pendant cette période, en fait, ces groupes ne cessent d'étendre leur influence. Leur rayon d'action va même toucher à un moment le littoral avec un attentat notamment d'Al-Qaïda au Maghreb islamique sur la ville de Grand Bassam, sur la côte ivoirienne. Donc là, il y a une forte déception qui est que la France semble incapable en fait d'endiguer ce problème qualifié de terroriste et de djihadiste. Et il faudrait revenir aussi sur ces qualificatifs parce qu'on est plutôt dans un écheveau de violence. Il y a plusieurs strates de violence avec des groupes armés assez divers et variés qui fait qu'effectivement, réduire l'action militaire uniquement à cibler des groupes qualifiés de terroristes, c'était quand même passer à côté de beaucoup d'autres problèmes qui ont beaucoup contribué à déstabiliser ces États.
Donc la France va décevoir sur ce plan-là, et elle va décevoir aussi pour ce qui est de la lutte contre l'immigration illégale, puisque les juntes militaires qui prennent le pouvoir d'abord au Mali, puis au Burkina Faso et au Niger, sur les années 2020, 2021, 2022, 2023, qui vont en fait chasser la France de ces trois pays et renvoyer leurs militaires, vont aussi rompre les accords de reconduction qui avaient été signés avec l'Union européenne. Donc là aussi, une déception vis-à-vis des attentes initiales de l'opération Serval puis Barkhane, qui était de stabiliser le Sahel pour réguler les flux migratoires. Je dirais qu'il y a aussi une perte de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires africains. Alors ça, c'est peut-être positif, si je puis dire. C'est-à-dire que les présidents élus qui ont été renversés au Mali, au Niger ou au Burkina Faso s'attendaient, pour certains d'entre eux, à ce que quand l'ordre constitutionnel était remis en cause, eh bien, l'armée française intervienne et boucle les putschistes et les fasse rentrer dans leur quinzaine. Or, rien de tout ça ne s'est passé. La dernière grande intervention de la France pour remettre en selle un président africain, c'était celle de Nicolas Sarkozy, qui effectivement a envoyé l'armée de l'air française bombarder des colonnes rebelles qui étaient en train d'approcher du palais présidentiel d'Idriss Déby à N'Djamena. Mais ça, c'était en 2008. Depuis, et ça c'est peut-être aussi un des signes de la fin de la France-Afrique, mais là il faut peut-être positiver là-dessus, effectivement, la France ne se permet plus d'intervenir pour remettre en selle des présidents qui auraient été déchus, qu'ils aient été élus ou non ou pas, parce qu'Idriss Déby, on peut s'interroger sur les modalités des élections au Tchad, mais c'est un autre débat. Il était au pouvoir depuis 1990, on peut aussi s'interroger sur les élections de nos alliés en la place, comme Paul Biya au Cameroun, qui lui est au pouvoir depuis 1982, donc j'imagine que certains d'entre vous n'étaient peut-être pas encore nés. Mais bon, quoi qu'il en soit, effectivement, on a eu des alliances dans la zone qui aujourd'hui sont en train de s'amollir, je dirais, parce que justement, la France n'apparaît plus comme une assurance vie pour ces présidents mal élus, voire pas élus du tout, qui comptent sur l'armée française pour les remettre en place ou les prémunir contre le coup d'État ou la mutinerie. En sachant qu'un des grands enjeux de Barkhane, celui dont on ne parle quasiment jamais, c'était celui aussi des coopérations militaires, et ces coopérations militaires ont aussi été un échec. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une forme de présomption, mais qu'on peut retrouver avec les Américains en Irak, ce n'est pas spécifique à la France, qui est de se dire, tiens, puisque ces États sont faibles, donc des États développés pourront faire bouger les lignes. Il y avait même un ministre des Affaires étrangères, Giscard d'Estaing, qui avait assuré qu'avec 300 hommes, sous-entendu en uniforme, on pouvait changer le cours de l'histoire en Afrique. Non. Et c'est précisément parce que ce sont des États faibles que la mission est impossible. Quand on a des États forts, on peut s'appuyer sur des structures administratives déjà existantes. Quand les États sont faibles et qu'en fait l'État est quasiment absent de toute façon en zone rurale, dans ces zones où précisément se déploient les groupes rebelles, que l'on qualifie de djihadistes ou séparatistes selon les tendances du moment, eh bien effectivement, en fait, il s'agit de construire des États. Et la réponse ne peut certainement pas être purement militaire, elle est d'abord et avant tout politique. Donc là, il y a eu un petit peu un fantasme, peut-être post-colonial, je ne sais pas comment le désigner, selon lequel la France, État fort, pouvait effectivement rétablir la situation parce que ces États étaient faibles. Et c'est précisément parce que ces États étaient faibles, y compris dans leurs armées nationales, que nos coopérations militaires n'ont pas permis de stabiliser la zone. Et n'ont pas permis que, c'était pourtant prévu au début de l'opération Serval, puis de l'opération Barkhane, qu'effectivement les armées nationales prennent le relais des soldats français. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur le pourquoi du comment, je vais le dire très brièvement. Très souvent, en réalité, les chefs d'État africains de la zone, à la tête de ces États faibles, pas faillis, parce que pour être failli, encore faudrait-il que l'État ait été fort à un moment, et ce n'est pas vraiment toujours évident, mais en réalité, ils ne sont pas forcément très demandeurs d'une coopération militaire qui leur permette de renforcer leur dispositif de coercition, parce qu'ils sont en permanence. Ils ont peur du coup d'État, de la mutinerie, donc ils n'ont pas très envie de donner des moyens supplémentaires à leurs armées. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est plutôt la formation de gardes prétoriennes qui se joue à l'intérieur des dispositifs militaires, avec des corps armés particuliers qui sont dédiés à la protection du président, ou alors l'usage de mercenaires russes comme Wagner. Aujourd'hui, c'est un peu, enfin Wagner ou Afrika Korps, ou je ne sais plus très bien quel nom leur donner, mais c'est un peu le rôle qu'ils jouent auprès des chefs de junte militaires, Goïta ou Ibrahim Traoré à Ouagadougou ou à Bamako.
Donc, je dirais, pour terminer, que, parce que le temps tourne et je voudrais laisser la parole à ma collègue, mais je dirais pour terminer que l'échec de Barkhane vient bien au-delà de cette zone du G5 Sahel. En revanche, et pour revenir à la question qui m'était posée initialement, en revanche, ce n'est pas du tout la première fois que l'armée française se fait chasser de la zone. Pendant la guerre froide, il y a eu des remous, il y a eu aussi des sentiments anti-français. La France était dénoncée comme une puissance impérialiste, un valet de l'Occident ou des États-Unis, etc. Et des bases militaires ont été fermées. Et ça, on l'oublie parce qu'il y a souvent une très forte myopie historique, y compris de la part de certains dirigeants, mais que je vais bien me garder de nommer. Dès 1961, par exemple, c'est un socialiste qui va arriver au pouvoir au Mali, Modibo Keïta, qui va fermer la dernière base militaire française dans la zone. Donc ce n'est pas un précédent unique que de voir des militaires français chassés du Mali. D'ailleurs, si j'avais un peu de temps, j'aimerais beaucoup vous raconter des anecdotes, puisqu'à l'époque, le Mali soutenait le FLN algérien et que le nord du Mali constituait la 3e région militaire du FLN pour combattre avec Frantz Fanon et Bouteflika, qui étaient en charge la présence coloniale française. Ce qui explique aussi cette fermeture de base. Mais en 1974, par exemple, au Niger, vous avez également un Kounché, qui était un militaire qui a pris le pouvoir et qui a fermé la dernière base militaire française, alors même que le Niger était régulièrement conspué comme étant un valet de l'impérialisme français dans la zone, face notamment aux velléités d'expansion de la Libye de Kadhafi. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1979, par exemple, à N'Djamena, au Tchad, là, c'est carrément notre ambassade qui a fermé. Notre ambassadeur a dû s'exiler à Koussiri, ville frontalière du côté du Cameroun, et nos militaires également ont dû partir pour céder la place à l'armée libyenne qui entrait triomphante avec Goukouni Wedei à N'Djamena. Donc, c'est pas, si vous voulez, le fait que des militaires français soient chassés de la zone, ça, c'est pas nouveau. Le fait que des bases militaires françaises soient fermées, c'est pas nouveau. En revanche, ce qui me paraît effectivement assez nouveau, c'est que ces fermetures, qu'elles soient plus ou moins accompagnées et coordonnées, comme c'est par exemple le cas en Côte d'Ivoire, où on ferme des bases militaires, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va arrêter toute coopération militaire avec ce pays. Mais quoi qu'il en soit, je crois que là, on a quand même passé un pli. C'est-à-dire que ces bases militaires ne sont pas faites pour être rouvertes. Voilà. Je m'arrêterai peut-être ici. Ah oui, il y avait une question sur les diasporas, mais on verra peut-être après. Voilà, je laisse un peu de temps pour les autres. Merci. Vas-y. Alors, vous avez une question, je crois. Nous allons maintenant débattre des perspectives d'avenir de la diplomatie française en Afrique. Aujourd'hui, il devient indispensable pour la France d'ajuster sa stratégie aux nouvelles réalités. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, rappelait que les diasporas africaines en France sont des ponts naturels entre nos deux continents. Se pose alors la question suivante, qui sera tout adressée à Madame Witold de Wendel. Dans quelle mesure les diasporas africaines établies en France influencent-elles la diplomatie française et comment ces dynamiques pourraient-elles être intégrées à des stratégies innovantes et durables afin de réaffirmer une présence diplomatique authentique sur le continent? Merci beaucoup de cette question, enfin ces deux questions, et je vais essayer d'y répondre également de façon binaire, parce qu'en fait, ce que j'ai appelé une sorte de diplomatie migratoire dans mon livre « La question migratoire au XXIe siècle » que j'avais publié aux presses de Sciences Po, c'est en fait toute forme de relation diplomatique implicite ou explicite entre les États de destination et les États d'origine ou de circulation des migrants. Donc c'est quelque chose de plus large en réalité que les diasporas, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de focalisation sur le contrôle de l'immigration irrégulière qui est hautement négocié entre ces États de départ et ces États d'accueil et de transit. Et je vais vous donner très rapidement, alors on est vraiment dans les échanges de style marchand de tapis, si j'ose dire, une approche plus que transactionnelle qui a commencé surtout à partir des années 2000, des accords signés entre l'Union européenne et la Libye, par exemple, entre l'Italie et la Libye de façon bilatérale. Monsieur Kadhafi a été reçu avec tous les honneurs qui lui sont dus en Italie, mais aussi en France, parce qu'on a eu des accords signés sous Nicolas Sarkozy dans les années qui ont suivi avec la Libye. Donc c'était un peu le tout début de cette négociation
autour des frontières donnant-donnant. Je vous donne une idée du nombre de ces accords, qui ne sont pas tous des accords d'ailleurs de contrôle des frontières. C'est quelque chose d'un peu hétéroclite, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a les accords bi- et multilatéraux, donc qui concernent les frontières, mais il y a aussi la gestion culturelle et cultuelle et religieuse à distance, la gestion diasporique de la vie associative par les pays de départ, la gestion de réseaux d'élite et notamment l'importance aussi des transferts de fonds pour essayer d'exercer une influence par ces élites dans les pays d'accueil des migrants. Donc il y a une sorte d'arsenal très très varié de cette forme de diplomatie qui est de plus en plus utilisée d'une part par les pays d'accueil, notamment ces fameux accords. Aujourd'hui, on est en pleine actualité puisque je suis arrivée avec deux articles qui ont été publiés dans Le Monde sur les idées de renégociation des accords franco-algériens par notre ministre de l'Intérieur, et notamment les accords avec l'Algérie de 68 et de 94, mais également toute une floraison d'aspects de cette diplomatie migratoire qui ressemble plutôt, et là je suis tout à fait dans le sens de ce que vous dites, essoufflement, puisqu'on est plutôt dans une position défensive. En Europe, on a tout un arsenal de contrôle des frontières externes de l'Europe. On a des accords de containment. On empêche par ces accords les personnes qui sont candidates au départ de quitter leur pays. C'est ce qu'on a signé surtout avec la Libye, mais aussi avec l'Algérie, avec la Tunisie, le Maroc. Et la Turquie, bien sûr, c'est le plus important accord, mais ce n'est pas l'Afrique. En 2016, 6 milliards d'euros qui ont été déversés par l'Europe pour maintenir sur son territoire 4 millions de Syriens au moment de la crise syrienne de 2015. Donc ça a été signé en 2016, c'est sans doute le plus important. Mais on a donc tous ces accords. Je vous donne une idée. Accord avec l'Afrique subsaharienne, 131 accords, donc avec toute la variété de ces diplomaties dans différents aspects, et avec le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, donc pour les pays européens, 122 accords. Donc on est quand même dans une sorte d'inflation sans grand succès, en réalité, pour ce qui concerne la gestion des frontières, puisque malgré tous les instruments militarisés de contrôle des frontières, malgré les accords de containment, on empêche les gens de partir et on paye les gens sur la rive sud de la Méditerranée et les États pour qu'ils empêchent les personnes de partir. On forme des gardes-côtes syriens avec un succès un peu limité dans des pays où on n'est pas très très sûr de ces mêmes gardes-côtes. Parfois les passeurs aussi sont en uniforme dans ces conditions-là. Donc on a tout des aspects, et puis surtout la conséquence de ce phénomène avec des parodies de procès, par exemple en Algérie, le Maroc qui devient un pays de transit essentiellement, avec l'importance de la migration subsaharienne de l'Ouest. Donc tous ces éléments donc ont transformé bien sûr ces pays de départ en pays d'accueil et de transit, mais ça n'a pas freiné véritablement les migrations. Donc ça, c'est un aspect. On essaye de faire du containment. On essaye aussi, encore plus difficilement, de faire des accords de réadmission, comme on dit. On est en plein débat aujourd'hui, notamment avec les faits divers dramatiques qui se sont produits avec des personnes qui ont été tuées par des gens qui auraient dû avoir une OQTF, comme on dit, obligation de quitter le territoire français exécutée. Ça n'a pas été le cas parce que les pays de départ avaient traîné à donner une réponse, le Maroc et l'Algérie. On a essayé d'amadouer le Maroc. Le président de la République a dit que le Sahara occidental était un territoire marocain, et Madame Dati, sans en avoir d'ailleurs informé notre Premier ministre, est allée elle-même au Sahara occidental pour dire que, bien sûr, c'était un territoire marocain. Donc il y a toute une série de stratégies, de séduction qui est menée. Et puis, on essaye de se réconcilier avec l'Algérie. Le président de la République a rappelé que la gestion des accords de 68 ne relevait pas de la compétence de la France. C'était à l'Algérie de gérer ces accords qui concernent d'ailleurs les modalités d'accueil de l'émigration algérienne en France, notamment concernant le regroupement familial et les fameux tests, ce qu'on appelle les contrats d'accueil et d'intégration. Donc c'est mineur en réalité, mais c'est une sorte de litanie de l'extrême droite qui dit qu'il faut renégocier les accords franco-algériens. Puis les accords de 94
Avec l'Algérie, ça concerne plutôt le voyage facilité, si j'ose dire, souvent sans visa des hautes personnalités du gouvernement algérien et parfois aussi de leur famille. Mais c'est pin-up, si j'ose dire, pour l'ensemble de l'immigration algérienne qui est autour de 635 000 Algériens en France. Aujourd'hui, c'est la première nationalité. Donc, tous ces instruments d'externalisation des frontières n'ont pas beaucoup de succès. Si on regarde les OQTF, par exemple, on délivre à peu près 130 000 OQTF par an dans notre pays. 8% seulement sont appliqués parce que les pays de départ ne donnent pas de certification consulaire consentant à la reprise de ces personnes sur le territoire. Donc, quand certains partis politiques disent on va reconduire tout le monde, etc., c'est très compliqué parce que les pays sont souverains de dire oui ou non. Et contre quoi on négocie? Souvent, on négocie en échange de visas pour les qualifier. Et souvent, quand les présidents de la République successifs sont venus, par exemple en Algérie, la population disait des visas. Donc, ils essayent de négocier cela. On vous reprend des gens, mais vous nous donnez des visas. Et puis également des politiques de développement. Je laisse mon voisin apprécier le suivi ou pas de ces politiques de développement en échange des accords de réadmission, des politiques de retour encadrées ou pas, etc. Enfin, tout ça, ça a échoué. Ça a 30 ans d'échec, cette politique, pour surtout toutes les alternatives à la migration, développement, retour et accords de reconduction. Mais on applique toujours les mêmes formules, si j'ose dire. Hein. On les a reprises, d'ailleurs, dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile. Deuxième domaine de négociation, si j'ose dire, qui implique les pays de départ et les pays d'arrivée, notamment la France, c'est les tentatives de pays de départ de pression aux frontières de l'Union européenne quand ils ne sont pas satisfaits des pays européens vis-à-vis d'eux-mêmes. Je donne un exemple, il y en a plusieurs. Il y a le Maroc, par exemple. L'Espagne avait accueilli, pour des raisons sanitaires, un militant du Front Polisario donc sur son territoire. C'était l'été 2021. Et le Maroc, furieux, a ouvert ses frontières à Ceuta et Melilla en faisant passer les Marocains, en disant « Vous voulez passer, nous, on n'est pas satisfait de l'attitude de l'Espagne. » Et donc, puisqu'elle a violé les accords selon lesquels il faut que les frontières soient contrôlées des deux côtés, donc elle a ouvert ses frontières pour faire pression sur l'Espagne en disant si vous continuez, on va continuer à ouvrir les vannes puisqu'on n'est pas d'accord que vous accueilliez un militant du Front Polisario, défenseur du Sahara occidental. Autre exemple qui n'est plus tout à fait l'Afrique, mais qui est encore plus important, c'est la Turquie. La Turquie, donc je vous disais, Madame Merkel est allée négocier pour 27 pays européens un accord en 2016 pour qu'elle garde sur son territoire les 4 millions de Syriens, donc 6 milliards d'euros. La Turquie dit, et c'est sans doute vrai, qu'elle a dépensé sans doute davantage. Elle a appliqué une protection temporaire pour ces personnes et elle avait demandé la renégociation de la candidature turque à l'Union européenne et l'allègement du régime des visas pour les Turcs, puisque les Turcs aujourd'hui, dans le jargon migratoire, sont dans une situation de, disons, il y a plus de Turcs qui repartent en Turquie d'Europe que de Turcs de Turquie qui vont en Europe. Donc ça avait une certaine légitimité. L'Europe n'a pas répondu là-dessus, donc furieuse, la Turquie, en 2020, on était au tout début de la Covid, a ouvert ses frontières en affrétant des bus vers la frontière grecque en disant ceux qui veulent partir en Europe, allez-y. Et donc ça a été stoppé parce qu'il y a eu la Covid. Mais sans doute que cette politique aurait duré plus longtemps s'il n'y avait pas eu la Covid, pour montrer son mécontentement en disant nous on a respecté le contrat mais vous ne le respectez pas. Et puis aujourd'hui on a eu plus récemment en 2021, mais là on est hors d'Europe, mais c'est un exemple aussi, la Biélorussie qui a massé le long de sa frontière polonaise une partie des migrants qui venaient surtout des Kurdes, d'Irak par exemple, et elle menace de le faire, de continuer dès qu'elle est insatisfaite des sanctions et de l'attitude de l'Union européenne à son égard. Donc les pays qui sont aux frontières de l'Europe, surtout ceux qui sont dans des positions stratégiques géographiquement vis-à-vis de l'Europe, comme la Turquie, mais aussi surtout le Maroc,
mais aussi bien sûr la Libye, puisque la Libye, c'est le pays qui a la plus longue frontière sur la Méditerranée, sont dans une position de force. Et l'Europe, dans ce cas-là, est dans une situation plutôt, disons, de défensive dans ce domaine-là. Et ça va dans le sens d'un essoufflement de la diplomatie des migrations en Méditerranée, par exemple. Troisième domaine, effectivement, les politiques diasporiques. Les pays de départ aujourd'hui utilisent leur migration comme instrument, alors ça peut être d'influence, d'ingérence, parfois d'intrusion dans les politiques des pays d'accueil. Il n'y a pas que les pays de la rive sud de la Méditerranée et les pays d'Afrique, mais il y a aussi, c'est vrai aussi encore plus pour l'Amérique latine, et notamment la migration mexicaine aux États-Unis, ces gens étant souvent double nationaux et donc électeurs aux États-Unis. Donc, ce qu'on peut voir dans ces politiques diasporiques, il y a des tas de politiques diasporiques qui se sont multipliées. Les plus forts dans ce domaine, c'est le Maroc et la Turquie. Mais j'en parlerai pas beaucoup, puisque la Turquie, elle n'est pas dans l'Afrique, mais c'est à peu près le même genre de politique. Le Maroc, c'est la deuxième diaspora en Europe. Donc, on a à peu près 4 millions de Marocains en Europe, dispersés dans plusieurs pays européens, qui ont construit des diasporas transnationales entre les pays où ils sont installés, qui sont des diasporas familiales, économiques, religieuses, etc. Donc il y a une grosse présence marocaine encouragée par le gouvernement marocain parce qu'il y voit une forme d'influence et de présence en Europe. Le Maroc était fermé pendant très longtemps à la double nationalité. Il l'a autorisé parce qu'il a compris qu'avoir des doubles nationaux, c'était aussi avoir des électeurs lors de diverses consultations électorales qui peuvent promouvoir la cause du Sud, du Maroc, etc. Autre influence, stratégie d'influence diasporique, le soutien à la vie associative. Il ne faut pas oublier que le roi du Maroc est le commandeur des croyants, donc il y a une partie des mosquées en France, par exemple, mais c'est vrai dans d'autres pays européens qui sont construite par le Maroc, qui contrôle aussi l'islam de ses ressortissants, et aussi des associations culturelles. Il n'y a pas que des associations culturelles, et également des associations d'élites. Les élites sont très soignées par le gouvernement, on le voit aussi d'ailleurs en Turquie, parce qu'ils y voient une forme d'influence, des gens qui sont un peu envoyés pour promouvoir la cause du Maroc. Même s'ils savent que ces gens ne reviendront jamais au Maroc, ils ont des facilités pour investir. Les autres sont assez mécontents d'ailleurs du traitement qu'ils ont parce qu'ils sont face à une bureaucratie un peu opaque alors qu'eux, on leur ouvre tapis rouge. Et j'ai déjà assisté à une de ces réunions d'élite marocaine organisées par le Maroc. Effectivement, on voit qu'ils ont un traitement de faveur parce que c'est des éventuels futurs investisseurs, mais aussi c'est des gens qui donnent une bonne image du Maroc et peuvent promouvoir telle ou telle cause ici ou là, ce que font très largement, encore plus, mais on n'est plus en Europe, les Indiens sont utilisés à cette fin par l'Inde, par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis, pour qu'ils développent auprès d'oreilles, disons, consentantes, un certain nombre d'éléments positifs sur ce qu'ils veulent en la matière. Donc ça, c'est aussi un aspect tout à fait important. Et dans d'autres cas, alors pour l'Afrique, je ne sais pas si ça existe, mais ça existe beaucoup pour le Bangladesh. Ils se sont dotés d'experts. C'est un des pays les plus menacés par la montée des eaux. Et ils se sont dotés d'experts pour exercer une sorte de soft diplomatie dans les grandes réunions internationales. À l'ONU, par exemple, Bangladesh, il n'existait pas beaucoup sur la scène internationale. Le Népal non plus, qui est concerné de la même façon. Et eux, ils existent, si j'ose dire, à cause des risques environnementaux. Alors on les voit au Forum mondial migration et développement, au pacte de Marrakech de 2018. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans ce pacte de Marrakech de 2018, les pays les plus actifs, ça a été des pays qui ont essayé de mettre en avant ces différentes diplomaties pour exister, si j'ose dire, et dire il ne faut pas négocier sans nous. Nous, on commence à aussi exercer une influence, éventuellement plus qu'une influence, ça peut être également une forme d'ingérence par nos électeurs, d'intrusion aussi dans vos politiques, notamment en matière sociale, disons, de l'islam, de gestion de l'islam, etc. Tout ça se fait aussi à distance. Et donc, c'est un aspect tout à fait important de la nouvelle diplomatie menée par les pays du Sud à l'égard des pays d'installation de leurs migrants. Donc, ils en ont fait
un instrument de force, si j'ose dire, dans ce contexte. Et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples dans le monde entier, mais là, je m'en tiens à l'Afrique. Je terminerai par un exemple tout à fait intéressant du côté des diasporas et notamment des associations, quand le Mali était sur le point de signer avec la France un accord de réadmission pour les sans-papiers maliens en France. Et c'était en 2009, et les associations maliennes, très organisées, qui envoient beaucoup d'argent dans leur pays d'origine, parce que c'est ça la force de ces diasporas, elles sont les principaux acteurs des transferts de fonds, et souvent ça représente 20% des ressources en devises de certains pays de départ. Et donc, les associations se sont mobilisées devant l'ambassade du Mali à Paris en disant vous nous vendez, alors que nous, on envoie beaucoup d'argent dans le pays. Et finalement, le Mali a calé et a dénoncé l'accord qu'il était sur le point de signer sur la reconduction à la frontière des sans-papiers. Donc, elles peuvent être parfois très influentes, si j'ose dire, surtout si la contrepartie c'est les transferts de fonds qui sont envoyés très largement par les migrants. Aujourd'hui, les transferts de fonds, c'est 670 milliards de dollars annuels envoyés par les migrants dans leur pays d'origine à l'échelle mondiale. C'est plus que 3 fois, presque 4 fois l'aide publique au développement. Je termine là-dessus. Merci Madame Vitol de Vedel. Nous allons pouvoir passer aux questions du public, s'il y en a. Je crois qu'on est dans les temps. Là. Alors, il y a des questions. On a un petit quart d'heure. Hein, Oui. C'est une question. Moi, j'en ai, si jamais. Ah, s'il y a quelqu'un là, un monsieur qui est là. Bonsoir. Moi, c'est Ibrahim Issakha. Je faisais la politique publique. Je suis venu du Tchad. Et, Vous êtes, j'ai pas entendu. Du Tchad. Du Tchad. Oui, du Tchad. D'accord. Ça m'a beaucoup donné beaucoup de perspectives et votre présentation, vous les deux, c'était très bien en fait. La question qu'aujourd'hui l'Afrique, la politique au niveau soit de la France ou de l'Afrique, le cordon ombilical qui reste depuis la colonisation, il y a il y a une partie où on n'arrive pas à comprendre soit de la France, soit de l'Afrique qui doit être renouée. Mais l'Afrique arrive à être toujours accrochée à la France, mais il va falloir comprendre une chose que il y a un certain moment où soit la guerre commerciale, et la guerre politique au niveau de l'Afrique qui est en train d'être lâchée par la France. Et ça, c'est une réalité. Donc, tout l'effort que la France avait mis dès le début du temps colonial, aujourd'hui, qui est en train d'être coulé dans l'eau. Et ça, c'est dommage, parce que la France n'a pas pu, au moins, conserver une partie, ou peut-être les Russes en profitent, ou soit la Chine en profite. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui, la France doit se réveiller et doit au moins laisser les chapeaux de l'ancien colon et de tomber ce qu'il faut faire et reprendre les choses en main pour pouvoir dialoguer. Parce que entre la France et l'Afrique, je crois qu'il n'y a pas quelque chose qui doit les séparer. Donc, économiquement, partout. Je crois que c'est ça qui est la voie qu'il faut mobiliser les diasporas pour pouvoir mettre tout ça là en place. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, je suis beaucoup moins compétente que mon voisin pour l'économie de l'Afrique, mais ce que je dirais, ce que j'ai pu percevoir à travers des jurys de thèse, c'est que dans l'acceptation d'un certain nombre de pays africains de voir des investissements, souvent sans contrepartie d'ailleurs, qui peuvent venir du Japon ou de Chine, ce qui leur plaît, si j'ose dire, de la part de ces pays, c'est que pendant longtemps, par exemple, la Chine a été non alignée. Donc ce n'est pas une histoire coloniale. Il y a ce non-alignement de ce qu'on appelait le tiers-monde. Il s'y identifie volontiers et ça donnait une certaine force à ces nouveaux investisseurs.
et ces gens qui mènent du commerce, qui créent des infrastructures, etc. Alors que si ça venait d'un pays européen, dont un pays colonial comme la France, ex-colonial, ce serait sans doute moins accepté par certains. Oui, peut-être pour rajouter quelque chose, encore une fois, je crois qu'il importe... Vous m'entendez? Ouais. Il faut vraiment distinguer l'Afrique francophone du reste de l'Afrique. Ce n'est pas du tout la même relation vis-à-vis de la France. La relation entre le Kenya et la France, entre le Malawi et la France, entre le Zimbabwe et la France, est quand même débarrassée de certaines contingences historiques. Par exemple, le cas du Tchad, puisque vous venez du Tchad, la France n'a pas surinvesti politiquement et militairement le Tchad, parce qu'il y avait un gros intérêt stratégique ou parce qu'il y a des débouchés commerciaux. Ce n'est pas là qu'on ira vendre des armes. Le Tchad, malheureusement, est un pays très pauvre, il est peu solvable, donc les armes, on les vendra à l'Arabie saoudite. On utilisera peut-être le Tchad pour démontrer la qualité de nos armements en temps réel, en temps de guerre, mais ce n'est pas là que ça va se passer au niveau économique. En revanche, il y a un attachement, effectivement, il y a une histoire commune. La 2e DB, Leclerc, la libération de Paris, avec des forces qui viennent du Tchad, oui, en fait, ça reste présent dans les esprits, y compris chez les militaires français. Donc c'est là qu'on voit que cette diplomatie, elle ne se profile pas uniquement sur des intérêts économiques, car très franchement, le pétrole tchadien il est exploité par des Chinois ou des Américains, ce n'est pas les Français qui le font, et puis ce n'est pas des réserves considérables. Donc il y a aussi d'autres éléments qui, effectivement, eux, sont liés à une histoire coloniale, mais qui n'est pas complètement expurgée. Là-dessus, il faut reconnaître quand même ce mérite au président Macron, qui, effectivement, alors il y a eu la commission Duclerc sur l'affaire du génocide rwandais. Il y a aujourd'hui des commissions qui sont mises en place pour la question de la participation de la France à la répression contre l'UPC au Cameroun. Ça a été quand même une guerre civile terrible et très meurtrière, mais dont on ne parlait pas à l'époque, parce que ça se passait loin en brousse, on n'avait pas les possibilités de communication dans les années 60 que l'on peut avoir aujourd'hui. Mais ce passé colonial, il est à la fois un avantage et un inconvénient pour construire, pour renouveler les partenariats, parce que il y a des non-dits qui sont, disons, pas encore complètement évacués de part et d'autre, pas que du côté français, mais du côté africain également. Donc là, il y a aussi des attentes du côté francophone que la France n'est sans doute plus en mesure de satisfaire, d'où déception. D'où aussi parfois humiliation, car c'est vrai qu'il y a des personnalités présidentielles qui ont fait preuve d'arrogance, des faux pas dans le langage, ça c'est absolument indéniable. Mais ça, c'est une personnalisation de la diplomatie qui est quand même assez conjoncturelle. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ce passé colonial n'est pas encore complètement assimilé, digéré. Y compris dans la façon dont la France a soutenu quand même des dictatures militaires diverses et variées au Tchad. Vous êtes le premier à le savoir. Donc c'est toujours compliqué à dire, à avouer, y compris le rôle que la France a pu jouer du temps de la dictature d'Hissène Habré, qui a tué au moins 30 000 personnes dans des conditions quand même assez abjectes. Donc il y a eu des alliances du temps de la guerre froide. Il y a des démons du passé qui ne sont pas encore complètement étalés sur la table, mais qui sont, encore une fois, spécifiques sur l'ancien monde colonial. C'est pas, on n'a pas cette problématique-là avec l'autre Afrique, et je suis désolé de le dire, mais en fait, sur le plan économique et peut-être aussi sur le plan diplomatique pour la France du XXIe siècle, cette autre Afrique, elle compte bien autant, voire plus. Je pense qu'effectivement, puisqu'on est maintenant dans la partie prescriptive et c'est la fin de ce colloque, donc effectivement, je pense que c'est une erreur pour la France que de continuer de surinvestir le monde francophone. On essaye de le surinvestir pour se ménager un statut de puissance moyenne, et c'était aussi un petit peu un des intérêts de l'opération Serval au début, de démontrer que la France était capable de protéger l'Europe de la barbarie djihadiste et puis aussi, pourquoi pas, de la poussée de l'immigration illégale, clandestine. Donc il y a eu souvent comme ça des arrangements avec des voix favorables aux Nations Unies, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'aller au-delà de ce passé colonial et effectivement s'ouvrir à une autre Afrique. Ça me paraît absolument évident, en sachant qu'en plus, les intérêts économiques de la France sont plutôt dans cette autre Afrique, précisément.
Une fois qu'on a pris en compte ces mutations en Afrique et le recul de l'influence française qui est indéniable, dans quelle mesure l'AFD, donc l'aide française au développement, a-t-elle un rôle à jouer justement dans l'Afrique peut-être francophone ou dans des pays en particulier? Est-ce que l'augmenter, ça a un sens pour justement maintenir l'influence? Est-ce que la limiter, une fois qu'on a pris en compte cette... est-ce que vaut mieux la limiter ou même la faire plus basse? Je sais pas. Dans quelle mesure on peut... parce que je pense qu'elle va quand même évoluer dans les prochaines années. Est-ce qu'elle est si importante que... dans le sens où est-ce qu'il faut la faire évoluer ou la maintenir, quoi, par rapport à l'influence française qui est en déclin? Peut-être que cette question est plus pour vous, monsieur Pérouse du Monclos. Nous... Il faut d'abord s'interroger sur ce qu'est l'AFD. C'est quand même un animal assez hybride, en fait, parce que c'est à la fois une banque privée qui investit ou qui fait des prêts bonifiés, mais il y a un retour sur investissement. Et là, on voit que le portefeuille est très important du côté du Maroc, qui est une économie extrêmement dynamique. Et puis, il y a le côté agence de développement public. Alors, c'est assez compliqué, du coup, de savoir ce que fait l'AFD, qui n'est pas forcément un modèle de transparence, parce que quand les parlementaires demandent des comptes, l'AFD dit non, moi je suis une banque privée, et quand c'est la commission des opérations boursières qui demande des opérations bancaires qui demande des comptes, l'AFD dit non, je suis une agence de développement. C'est vrai qu'il y a une attente de beaucoup de diplomates français, dirigeants français, qui est que l'aide au développement est un des outils de l'influence française sur la zone. Maintenant, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Quelle est effectivement l'efficacité de cette aide au développement? Dans quelle mesure elle permet, entre guillemets, d'acheter des consentements, des voix, des alliances? Ce n'est pas non plus complètement évident. On l'a vu, y compris dans des visites présidentielles au Cameroun, où le président Paul Biya ensuite s'empressait d'aller à Moscou. C'est pas parce que, et je crois là-dessus qu'il faut revenir un peu sur certains attendus d'une aide au développement qui serait uniquement un instrument d'influence. C'est pas parce que vous donnez donnez ou prêtez, ce qui n'est pas exactement la même chose, de l'argent à un pays que ce pays vous sera forcément favorable. Les pays africains utilisent aussi l'aide au développement comme dans leur domaine de leur propre politique intérieure. Et donc on ne peut pas comprendre la politique d'influence à travers l'AFD si on ne regarde pas aussi l'usage qui en est fait localement, y compris pour s'acheter des clientèles électorales. Je crois que tout ça est éminemment politique et il m'est difficile en fait d'avoir une réponse globale au niveau du continent. Il faut regarder au cas par cas et distinguer ce qui relève d'un portefeuille d'investissement côté banque et côté aide entre guillemets, non pas désintéressée, mais en tout cas plus gratuite que ne le serait un prêt bancaire. Je crois qu'il faut déjà faire un distinguo de ce point de vue. Voilà. Question. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais vous poser une question par rapport à ce qui se passe actuellement en France. Puisqu'on peut le remarquer, en fait, il y a depuis quelques semaines plusieurs attaques qui sont faites, notamment par le ministre de l'Intérieur, par exemple, par rapport à l'Algérie. Il y a beaucoup de tensions entre les deux pays. Et est-ce que vous pensez que la stratégie qu'a adoptée la France actuellement est la bonne stratégie dans la gestion du conflit avec l'Algérie? Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre un petit peu, notamment pour les accords, parce que le gros du débat, c'est la politique du ministère de l'Intérieur qui veut, quand il est arrivé en fonction, il disait qu'il allait pratiquer 100% des reconductions à la frontière. En fait, le taux de reconduction aujourd'hui, c'est de 8%, comme je vous disais. Donc, on n'est pas encore loin de là à 100%, parce que c'est très compliqué, les reconductions à la frontière. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement la certification consulaire des pays de départ qui est indispensable pour que la personne puisse retourner. Il y a le coût aussi, le coût d'une reconduction par individu, c'est très très élevé, c'est autour de 2 000 à 3 000 euros par personne. D'autre part, donc, si tous les sans-papiers ayant reçu des OQTF devaient être renvoyés chez eux, ce serait une facture assez considérable. D'autre part, il y a des cas de figure pour des raisons juridiques pour lesquelles on ne peut pas reconduire les gens. Par exemple, les déboutés du droit d'asile, ce qu'on appelle les ni expulsables ni régularisables, dont le pays est en guerre ou en crise grave, on ne peut pas les reconduire. Ça fait
partie de la Convention de Genève. Les mineurs non accompagnés, on ne peut pas les reconduire puisqu'on leur doit le respect d'une convention de 1989 sur les droits de l'enfant, donc on doit les amener jusqu'à leur majorité. Les parents d'enfants français, dans les cas où effectivement il y a une dépendance à l'égard de la famille qui est forte. Il y a aussi la pression des employeurs dans les secteurs dits en tension, pour lesquels les employeurs soutiennent aussi des sans-papiers parce qu'ils en ont absolument besoin. On a vu beaucoup de mobilisation concernant les boulangers. Je ne reprendrai pas le sketch de Fernand Reynaud, mais enfin, s'il n'y a plus de boulangers, effectivement, dans certains villages, il n'y a plus aucun commerce, donc c'est quand même parfois très, très important. Donc on a toute une série de raisons, et plus le soutien d'un certain nombre d'associations qui se mobilisent très fortement pour des gens qui sont perçus comme utiles, notamment des médiateurs de quartier, etc. Certains avaient été des médiateurs sportifs qui avaient été menacés d'être reconduits dans leur pays. Donc il y a toute une série de cas de figure pour lesquels on ne peut pas reconduire tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le verrou des certifications consulaires et puis les aspects juridiques que je vous ai indiqués. Donc ça, c'est un aspect très, très important. Donc on ne peut pas, même si notre ministre s'acharne sur les accords de reconduction à la frontière, et pour l'Algérie, il y a deux autres choses qui sont dans son collimateur, si j'ose dire. Il y a deux que j'ai cités tout à l'heure. Il y a des accords de 1968, parce que l'Algérie était un ancien 3 départements français, donc elle a un régime particulier pour le regroupement familial, et les personnes qui sont entrées par le regroupement familial ne sont pas soumis, quand ils viennent d'Algérie, au contrat d'accueil et d'intégration, parce qu'ils étaient considérés, et ils le sont, enfin, qui a été mis en place en 90, mais ils sont considérés comme n'ayant pas besoin, pour la plupart d'entre eux, de ces cours de langue et de ces contrats d'accueil et d'intégration. Donc ça facilite les modalités du regroupement familial. Et puis il y a un autre accord de 94 qui concerne, comme je vous l'ai dit, alors les accords de 68, c'est un peu le programme du Front National, du Rassemblement National. Ils sont acharnés sur ces accords de 68 qui en fait sont un tout petit aspect de la politique migratoire d'accueil des ressortissants algériens. Et d'autre part, les accords de 94, ça concerne aussi très peu de monde. Ce sont des dignitaires qui peuvent plus facilement entrer chez nous, parfois sans visa, parce que ce sont des dignitaires algériens, des élites et leurs familles, etc. Donc ça concerne très très peu de gens en réalité, hein. Mais il y a une fixation là-dessus en disant ils ont un régime particulier. De toute façon, ils ont un régime particulier, y compris pour la nationalité, puisqu'aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup, mais un enfant algérien qui naît sur le territoire métropolitain, si ses parents sont nés en Algérie française, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 63, il a le double droit du sol, il est français de naissance, alors que les autres, il faut qu'ils attendent l'âge de 18 ans pour obtenir la nationalité française. Donc ils ont un régime particulier qui est un reliquat de l'histoire de l'Algérie, département français. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas la peine de se crisper autant sur cette disposition. Et ce qu'a rappelé le président de la République, c'est que ces accords de franco-algériens de 1968, ils ne peuvent être dénoncés que par l'Algérie. Donc, pour l'instant, c'est pas au ministre de l'Intérieur de s'en occuper, ni au Premier ministre. Il l'a rappelé. Au-delà du cas de l'Algérie, je rajouterais une chose aussi, c'est que quand on s'intéresse à une diplomatie migratoire, il faut la regarder évidemment du point de vue du pays d'accueil, mais aussi du point de vue de départ, du pays de départ. Et il y a quelques années, il y avait un chercheur américain, Kelly Greenhill, qui avait publié un livre dont je vous recommande vivement la lecture, qui s'intitule « Weapons of Mass Migration », en référence ironique, évidemment, aux « Weapons of Mass Destruction », qu'avait, mobilisé le président George Bush pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003. Et il montre très bien comment la Libye, par exemple, de Kadhafi, a négocié la levée des sanctions économiques de l'Union européenne, et c'est des réflexions qu'on peut poursuivre sur tout le littoral maghrébin et du Machrek également, en garantissant le rôle de barrières, de douaniers, de gardes-barrières pour empêcher la migration des Africains qui avaient traversé le Sahel. Là, vous l'avez mentionné à propos du militant sahraoui en Espagne. Oui. Donc il y a cette idée, effectivement, que
la capacité d'un pays à bloquer des routes migratoires se joue dans une politique d'influence. Et c'est un rôle très important. Je vais vous en donner un exemple qui est cité dans ce livre, qui va bien au-delà du cas de l'Afrique, mais c'est la fameuse visite de Nixon à Mao Tse-tung en 1972, quand les États-Unis enfin établissent des relations diplomatiques avec la Chine populaire. Et Nixon arrive avec dans son bagage quelques remontrances quand même sur les violations des droits de l'homme en Chine communiste, l'interdiction de sortir du pays, etc. Mao Tse-tung l'arrête en disant « Écoutez, monsieur le président, il n'y a pas de souci, moi je veux bien laisser sortir des Chinois. Dites-moi, vous en voulez combien ? 10 millions, 100 millions, vous me dites, hein ?» Et là, il n'y a plus de critique. Donc, je crois que c'est assez révélateur, si vous voulez. Il y a effectivement une arme migratoire, mais elle est dans les mains des pays en développement, dans les mains des pays du Sud. Donc, ne réfléchissons pas seulement aux diplomaties migratoires du point de vue des pays d'accueil, parce qu'elles n'ont aucun sens si elles ne se regardent pas. Et là, les accords 68, effectivement, ne peuvent être dénoncés que par l'Algérie. On sent aussi une belle démonstration. Voilà. Bien, merci. Du coup, on manque un peu de temps, donc on va devoir arrêter la table ronde. J'aimerais remercier chaleureusement nos deux intervenants pour leur intervention pertinente. Et pour conclure, j'aimerais citer une phrase d'un ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui disait en 2023 devant l'Assemblée nationale que la France doit avoir doit arrêter d'avoir une diplomatie de nostalgie en Afrique et qu'il est temps d'accepter que notre rôle a changé. On vous a donné quelques pistes de réponse pour méditer là-dessus. Et je vais laisser mes camarades, du coup, terminer ce colloque. Merci. Je vous laisse la place. Oui, Tu veux une signature ? Chers tous, Charles de Gaulle disait « C'est parce que nous ne sommes plus une grande puissance qu'il nous faut une grande politique. Car si nous n'avons pas une grande politique, alors que nous ne sommes plus une grande puissance, nous ne serons plus rien. » Cette phrase résonne aujourd'hui avec une acuité particulière. Elle rappelle que la grandeur d'une nation ne se mesure pas uniquement à sa puissance économique ou militaire, mais aussi à la hauteur de sa vision, à l'ambition de sa diplomatie et à la capacité de ses citoyens à relever les défis de leurs époques. De Gaulle nous enseigne ici que, face aux mutations du monde, la France doit faire preuve d'audace, de stratégie. Il nous rappelle que c'est dans la réflexion, dans le débat d'idées et dans la recherche d'une diplomatie nouvelle que réside la véritable force d'une nation. Et c'est dans cet esprit que nous avons voulu organiser ce colloque. En tant que responsable du pôle intervenant, je souhaite exprimer ma grande gratitude à toute mon équipe qui ont permis d'inviter des intervenants d'exception. Aussi, je tiens à remercier particulièrement la présidence, Adrien Ramel, son vice-président, qui ont su gérer tous les égos à n'importe quelle heure de la nuit, ainsi qu'Inès Degnaud, responsable du pôle logistique, dont la détermination n'a jamais faibli. Je n'oublie pas ici Galéa Binan, responsable communication, pour sa patience sans faille. Je souhaite les remercier puisque aussi, elles ont certainement rempli leur taux de quota de pas quotidien en parcourant de long en large la fac sans arrêt. Je souhaite surtout remercier la personne qui se tient à mes côtés, Wallen Guimour, avec qui j'ai découvert les joies de maîtriser Canva à 3h du matin.
Je souhaite également exprimer toute ma reconnaissance à l'ensemble de nos intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui, exprimer leurs expériences et apporter des débats enrichissants. Je tiens également à souligner la présence de Jean Marcoux, malgré qu'elle se soit faite par Webex. Il était très souffrant, mais il a quand même accepté de venir. Mais s'il y a une personne que je veux remercier particulièrement aujourd'hui, il s'agit de vous, Monsieur Bonnet. Merci, puisque sans vous, ce colloque organisé pour la première fois en présentiel n'aurait pas eu lieu. Alors au nom de tous les étudiants du Master Relations internationales et Diplomatie, je vous remercie pour votre générosité, votre présence, votre écoute et votre soutien indéfectible. J'aimerais également saluer nos professeurs, M. Zajek, qui ne peut malheureusement pas être là, mais dont l'expertise en gestion de crise nous a été un grand secours pour ce colloque. Enfin, permettez-moi d'adresser un mot à mes camarades du Master Relations internationales et Diplomatie. Aujourd'hui, ce sont nous qui avons organisé, qui avons préparé des débats, qui cherchons les intervenants et qui nous sommes efforcés de rendre cet événement le plus enrichissant possible. Je formule le vœu sincère qu'un jour, ce soit vous que l'on invite à monter sur une estrade en tant qu'expert. Vos compétences, votre passion et l'engagement dont vous faites preuve méritent amplement d'être reconnus et d'être partagés dans un futur colloque, peut-être un colloque en diplomatie à Lyon 3, pourquoi pas. Que ce colloque soit non seulement un moment d'échange intellectuel, mais aussi une source d'inspiration pour nous tous, un rappel que notre engagement, notre travail, mais surtout notre passion pour les relations internationales nous mèneront, je l'espère, à occuper demain les rôles que nous admirons tant aujourd'hui. À présent, je vais céder la parole à mon amie Wallen Guémour, présidente de l'association La Voix diplomatique, sans qui ce colloque n'aurait pas eu la même saveur. Elle a été d'un soutien indéfectible pour moi, de conseils et d'appels à 4h du matin. Je la remercie et je lui laisse désormais la parole. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, chers participants, avant d'entamer la phase de remerciement, j'aimerais vous expliquer pourquoi nous avons choisi le thème d'essoufflement de la diplomatie française. Alors, lorsque nous avons choisi d'examiner cela, nous, étudiants en relations internationales, avons vu en ce constat non pas une impasse, mais une invitation à repenser un art en quête de renouveau. Ce sujet à la fois critique et porteur d'espoir nous incite à repenser un art ancien et à imaginer des voies novatrices pour redonner un souffle nouveau au dialogue international. En tant que présidente de l'association La Voix diplomatique, c'est un grand honneur pour moi de conclure ce colloque. Devant vous, je souhaite d'abord saluer l'extraordinaire engagement de mes camarades et de l'équipe organisatrice, Adrien, Xavier, Inès Denio et Galéa, mais également, et bien sûr, ma camarade et amie Célia, dont l'aide m'a été inestimable. Nous avons multiplié les réunions, parfois jusqu'à ne plus savoir s'il faisait jour ou nuit, en espérant vivement qu'elles finiraient par porter leurs fruits. Et en juger par la qualité des échanges d'aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire que l'objectif a été atteint. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des étudiants du Master 2 Relations internationales Parcours Diplomatie, dont l'enthousiasme et le soutien ont largement contribué à la réussite de cet événement. J'aimerais également souligner l'implication de nos professeurs, M. Olivier Zajek, Mme Juliette Genevaz et bien évidemment M. Bonnet, pour leurs conseils avisés et leur accompagnement constant. Je me tourne maintenant vers les intervenants. Je ne saurais passer sous silence l'importance cruciale que vous avez eue aujourd'hui, sans lesquelles ce premier colloque en présentiel n'aurait pas atteint toute son envergure. Vos analyses rigoureuses, nourries par une expertise de terrain et un regard pluriel, ont su révéler l'ampleur des enjeux abordés, tout en ouvrant de nouvelles pistes d'action, mais aussi de réflexion. Grâce à la diversité de vos parcours, nous avons pu élever le débat à un niveau d'approfondissement que je trouve remarquable et recueillir des éclairages précieux pour la suite de nos travaux. Nous les remercions très chaleureusement de leur disponibilité et de la qualité de leurs contributions qui continueront d'inspirer nos réflexions. Un mot maintenant pour nos camarades de Master 1, futurs Master 2.
Vous reprendrez l'année prochaine ce flambeau, le flambeau de ce colloque. Nous ne doutons pas que vous saurez le porter plus haut encore, avec encore plus d'audace, d'idées nouvelles et pourquoi pas quelques surprises pour maintenir l'effervescence qui caractérise notre formation. Mesdames, Messieurs, alors que nous refermons ce colloque, rappelons-nous d'une chose, c'est que la diplomatie n'est pas seulement l'affaire de chancellerie. Elle est l'art d'écouter, de comprendre et de construire des ponts entre les nations comme entre les individus. Les réflexions que nous avons partagées ici témoignent de notre capacité collective à imaginer de nouvelles voies dans un monde où la complexité n'exclut pas l'espoir. Puissions-nous désormais mettre à profit ces idées, ces pistes d'action et cette passion commune pour faire rayonner nos valeurs et plus encore, insuffler l'envie d'agir. Merci à tous. Excusez-moi, pour ma part, en tant que responsable logistique, je tiens juste à adresser un petit mot à nos amis du PAPN ainsi que du PAVM qui, vous avez la chance d'être en présentiel aujourd'hui, mais beaucoup d'entre nous n'ont malheureusement pas pu être là et grâce à qui nous avons pu tenir du coup ce colloque en distanciel via un lien YouTube qui sera d'ailleurs consultable ultérieurement au besoin pour certains d'entre vous. Voilà, merci à vous et très bonne fin de soirée.